il est le chef de la rébellion. Les casses de la BCAO, la Côte d'Ivoire, mais c'est lui. Pourquoi vous voulez dire qu'il n'avait pas d'armes, mais c'est lui qui donnait les ordres? D'accord, grand frère, je suis d'accord avec vous sur ce point-là. Mais il n'était pas seul, il était en comité avec Cherouchman. Pourquoi IB est mort et quand ses enfants, la fille de IB dit je veux une justice, Soro ne veut pas répondre? Il ne faut pas dédouaner Soro de ce qui. Ça veut dire que toi où tu es là, pourquoi te mettre. Mais bon, des choses à dire ici, on a entendu des choses comme on appelle notre ancien chef d'état-major. Il dit non, c'est les jeunes gens qui sont venus me mettre. Parce que lui, il avait une arme à son temps. Mais il dit c'est les jeunes gens qui sont allés le chercher dans son village. D'accord, grand frère Zasso, vu votre intervention, Soro doit partir là. Soro doit répondre à ses actes, n'est-ce pas? J'assume ce que je dis. Ok, maintenant, John Soro là. Si Soro doit répondre. Opportuniste a pris la tête d'un mouvement qui n'était pas son mouvement. Il y a eu des morts, il a commis des crimes, il a fait des choses. Il doit l'assumer jusqu'au bout. On n'a pas besoin. Et puis frère, il y a des choses que je ne supporte pas. J'ai une question, une dernière question, et puis je vais passer au commandant Djagonebi. Vous dites que Soro doit assumer, et les chefs de guerre, tous les chefs de guerre doivent faire quoi? Tous ces chefs de guerre, ils doivent assumer ou pas? Moi, on était tous dans les agourets par mais je viens, on était tous dans les agourets parlement quand on a appris que Gbagbo voulait prendre une loi d'amnistie. Nous, on a organisé un groupe pour aller dire à Laurent Gbagbo que cette loi-là doit passer devant l'Assemblée nationale. On allait même à la résidence de Mamadou Koulibaly. Mamadou Koulibaly nous a reçus, Miaka Oreto vivait. Ils nous ont reçus à l'Assemblée nationale pour dire non, le président Gbagbo a demandé à prendre une loi d'ordonnance et que cette loi ne doit pas passer devant l'Assemblée nationale. Parce que nous, on voulait voir les députés de la Côte d'Ivoire dire que nous, on amnistie John Soro. Et puis on allait voir dedans. Parce que nous, on n'était pas pour cette amnistie. Pour nous, justice doit être faite. Pour nous, justice doit être faite. Et que ceux qui sont coupables doivent être condamnés. C'est ça, c'est un pays. Gbagbo a décidé. Mamadou Koulibaly. Grand frère, vous dites que Soro doit répondre à ses actes. Moi, je vous demande, mais Soro, il est. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Ce que je suis en train, c'est la même chose qu'on est en train de se dire. Tous ceux qui ont les armes là, tous ceux qui ont travaillé Soro là, les chefs de guerre là, vous dites quoi? Qu'en est-il d'eux? Maintenant, tous ceux qui sont aujourd'hui avec nous, tous ceux que vous parlez, ils ont connu une loi d'amnistie. Ils ont été amnistiés. Pas pour les crimes de sang. Je viens. Du moment qu'ils ont été amnistiés, ils ne sont plus chefs de guerre. Ils ont tous été amnistiés. Gbagbo a pris une loi d'ordonnance, les amnistiés, ils sont devenus une force nouvelle. Grand frère Zasso, vous êtes sans ignorer que c'est pas pour des crimes de guerre, pour des crimes de sang. Non, c'est pour les crimes de guerre, c'est pour tout ça, ils ont été amnistiés. Ok. Ils ont été amnistiés pour tout ça. Il y a le commandant Djagonebi qui est là, qui va porter la réplique. Ils ont été amnistiés. Ok, je l'écoute alors. Ils ont été amnistiés. Commandant Djagonebi, vous avez la parole. Commandant Djagonebi, vous avez la parole. Vous avez la parole. Oui, merci. Bonsoir à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde se porte bien, vous et vos familles. C'est un réel plaisir de vous retrouver. J'espère qu'on m'entend très bien. Je ne sais pas si on m'entend bien. On vous entend bien, mon commandant. Voilà. Bon, moi, ce n'est pas une réplique en tant que telle parce que Zasso, c'est un politicien. Moi, je suis militaire. Ensuite, sur le panel, il n'y a pas que des politiciens, il y a aussi des gens de la société civile. Donc, chacun a son mot à dire selon sa conception des faits, selon l'analyse de ces faits et selon son appréhension. Mais dans un premier temps, j'ai été vraiment frappé par l'intervention du frère Zasso. Je l'ai vu pour la première fois sur un plateau de télé avec Blé Goudé où il a dit en global. Et puis je crois que c'est resté, je crois que c'était là que je l'ai connu pour la première fois. Voilà, c'était à l'époque de Eugène Dué, et comment on appelle ça, les Awas Talon, Serge Kassi, enfin la Galaxie Patriotique. Et puis bon, voilà un peu. C'est dans cette atmosphère-là que je l'ai connu pour la première fois. Et là, depuis lors, j'entends de ces interventions un peu à gauche, à droite. Souvent, je le vois critiquer le régime en place. Souvent, je le vois critiquer d'autres personnes. Souvent, bon, bref, ce sont ses opinions à lui. C'est sa manière de voir les choses. C'est sa manière de les analyser et de les concevoir.
Je n'ai rien à y changer parce que c'est un politicien. Moi, je ne suis pas politicien, moi, je suis militaire. Moi, je parle pour le drapeau de Côte d'Ivoire. Regarde, tapotez, s'il vous plaît, ça. La- Tapotez, s'il vous plaît. Ouais, la première, ouais, ouais. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis, partagez, nous sommes à 1200 personnes, c'est pas 1200 personnes, c'est pas assez de partage. Tapotez, envoyez les cadeaux, envoyez les lions, envoyez tous les cadeaux, mes abonnés ont des cadeaux, partagez, masse de partage, merci pour la fleur, tapotez le cœur, partagez dans tous les groupes. Mon commandant, vous avez la parole. Dans un premier temps, ce que j'aimerais, le point sur lequel j'aimerais rebondir, avec les notes que j'ai prises un peu depuis le début des interventions des uns et des autres, c'est sur le rapprochement Soro-Gbagbo. Parce que je crois que c'est ce qui est à l'ordre du jour. Ce que je voulais dire sur ce point-là, le rapprochement de Soro-Gbagbo ne date pas d'aujourd'hui. Il ne date pas d'aujourd'hui. Il y a longtemps que Gbagbo a toujours tendu la main à Soro. Il y a longtemps que Gbagbo a toujours essayé d'appeler Soro vers lui afin de discuter entre Ivoiriens. Parce que Soro avait sa manière de voir les choses et Gbagbo aussi avait sa manière de voir les choses. Pour Soro, il était question de régler certains points, entre autres la marginalisation des nordistes, des musulmans et tout ça, les interpellations des musulmans aux abords des mosquées et sur l'exclusion et tout ça. Et Gbagbo en face, qui disait qu'il n'était pas celui-là même qui avait donné l'ordre de faire tout cela, appelait Soro pour essayer de parler, pour essayer de discuter, pour pouvoir aplanir les divergences de points de vue, pour que les gens laissent les armes et qu'on puisse discuter entre Ivoiriens. Parce que c'était d'abord même son leitmotiv. Asseyons-nous et discutons. Voilà. Et il a toujours appelé Soro. Il a toujours fait cas. D'ailleurs, il a pris Soro Guillaume comme ministre de la communication d'abord, quand il était au MPCI. Après, il a pris Soro Guillaume comme premier ministre. Il est allé en accord, et avec les accords, et dans les accords, il discutait avec Soro. Pas parce qu'il ne savait pas que Soro n'était pas le père de la rébellion, il savait que c'était pas Soro qui était derrière la rébellion, mais puisque c'était le porte-parole, il fallait discuter avec le porte-parole. C'est avec un porte-parole qu'on discute, même le chef est derrière, mais il envoie quelqu'un pour discuter. Donc celui qu'on a envoyé là, c'est avec lui qu'on discute. Voilà, on peut pas dire non, toi on t'a envoyé, mais nous on veut pas de toi, on veut ton chef. C'est le chef qui l'a envoyé. Le chef a dit, va. Et puis, il faut discuter avec eux. Et donc, depuis Lomé 1, Lomé 2, Lomé 3, Accra, tout ça, jusqu'à Pretoria, en passant par Makoussi, jusqu'à ce que les gens aillent à Ouaga, c'était Soro qui était le porte-parole. Voilà. Donc, le porte-parole, le chef, donc voilà, il va discuter avec lui. C'est lui qui est en face de lui. Il ne peut pas l'écarter pour aller discuter avec d'autres personnes qui ne sont pas là. C'est lui qui est en face de lui. Il recherche la paix. Ce qu'on doit se dire, c'est que Gbagbo cherchait la paix pour son pays. Pas parce qu'il était faible, pas parce qu'il ne pouvait pas réagir. Et en plus de ça, Soro Guillaume, c'est un jeune que Gbagbo a allaité du sein politique. La comparaison, Gbagbo pouvait dire, moi je ne peux pas m'asseoir avec mon fils pour discuter, même s'il prend les armes, s'il veut dire mes compatriotes, s'il veut dire ses frères, il n'a qu'à les dire, mais moi je ne peux pas discuter avec lui parce que c'est mon fils, c'est mon enfant. Si je discute avec lui, c'est me rabaisser. Mais Gbagbo, il n'a pas fait ça. Il a accepté d'aller. Et tout ce qui a été décidé, je précise que toutes les revendications qui ont été mises sur la table ont été satisfaites. De Marcoussi, le poste de Premier ministre a été donné à Seydou Eliman Diarra. Nos frères d'en face ont été nommés dans le gouvernement. Ça fait que Soro Guillaume s'est retrouvé ministre de la communication. Gbagbo a satisfait à toutes les exigences. Et à chaque fois, il y avait de nouvelles exigences qui venaient. Jusqu'à ce qu'il aille pour le sacrifice suprême, prendre une loi d'amnistie. C'est la vie des Ivoiriens que Gbagbo voulait préserver. Les armes, ici, il avait une armée qui pouvait faire le travail, qui était prête à faire le travail. Mais pour lui, il n'était pas question que des Ivoiriens se tirent dessus. C'est pas ça son problème, c'est pas ça son ambition politique pour la Côte d'Ivoire. Je ne dis pas que je veux encenser Laurent Gbagbo, je ne suis pas politicien, mais il était le président de la République. En tant qu'institution présidentielle, moi j'étais militaire, je me devais de respecter ses choix. Madame, Oui. Il y a une question, une motion. Est-ce que vous, en tant que militaire, aide de camp, du colonel-major Jean-Noël Abbaye, Ouais.
Est-ce que vous confirmez qu'elle est fancy, serait venue à bout de la rébellion? Mais tu as vu, toi-même, on a vu le cas palpable. Tu l'as dit tantôt, 99, toutes les poudrières avaient été pillées. Les armes se sont retrouvées un peu partout. Et donc, le président, à peine élu, se devait de consolider son armée. Il n'a même pas eu le temps de le faire. Jusqu'à ce qu'on subisse cette rébellion de plein fouet. Et là, il y a eu la partition du pays en deux. Gbagbo, en tant que stratège, la partition, c'est pas une faiblesse de Gbagbo, hein? C'était pas une faiblesse. Quand les Français ont dit, bon, il faut qu'on fasse une zone, les choses démilitarisées, et qu'on nous permette d'évacuer nos ressortissants, et qu'on fasse, comment on appelle ça, une zone de confiance entre le nord et le sud, pour essayer d'aller aux accords. Gbagbo, il n'était pas fou. Il a accepté parce que ça lui donnerait le temps d'équiper son armée. Et c'est ce qu'il a fait. À l'issue de ça, on a été équipé. Et vous avez vu, c'est vrai que nous, on n'attaquait pas. On respectait les accords. On ne montait pas à l'assaut. À part des incursions du commandant Abbaye et puis de quelques éléments qui voulaient véritablement en découdre pour libérer, parce qu'ils voyaient les souffrances des populations, parce que toute la population tous nos frères du sud qui étaient au nord sont venus au sud. Donc le sud était surpeuplé. Il y en a qui avaient tout perdu. Il y a des filles qui étaient obligées, excusez-moi du terme, de se prostituer pour avoir à manger. Parce qu'ils avaient tout laissé en zone CNO. C'était une vie qui venait recommencer dans le sud. Une vie qui venait pour reprendre dans le sud. Les élèves ne partaient même pas à l'école. Il fallait trouver des établissements pour les élèves qui étaient au nord et qui sont venus dans le sud, qui étaient abandonnés à eux-mêmes. Il fallait recaser tout cela. C'est la mort dans l'âme que certains officiers tels que le commandant Abbaye ont dit non, il faut qu'on rétablisse l'unité de la Côte d'Ivoire pour que l'Ivoirien se sente bien chez lui. À part ça, il n'y a pas eu, on a respecté. C'est en 2004 que le président Laurent Gbagbo a pris la décision d'unifier son pays. Et vous avez vu les résultats, il a fallu que l'armée française détruise nos aéronefs, nous désarme, l'armée française détruise l'armée française détruise toutes nos potentiels choses en armement et nous oblige à aller encore sur une table de négociation pour essayer d'échanger, pour calmer le jeu. Parce que Gbagbo, l'erreur qu'il a faite, c'est qu'il a prévenu Chirac de cet exercice-là. Il a prévenu Chirac. Et Chirac savait que si Gbagbo libère son pays, si Gbagbo libérait son pays, la France perdait la Côte d'Ivoire. Il savait ça. Et donc, il fallait tout faire pour l'empêcher. Parce que la preuve en est que toutes les victimes du camp français qui a été bombardé, la procédure judiciaire n'a jamais suivi son cours. Les pilotes ukrainiens qui ont été arrêtés au Togo, la France a demandé de les relâcher. C'est dire que c'était prémédité. Et donc en 2004, si on arrivait, parce que Soro Guillaume, il s'est retrouvé au Togo, Kone Zakaria au Burkina, tous les chefs rebelles avaient déserté les lignes de front. Ils avaient tous fui en 2004, en novembre 2004. Voilà, nous-mêmes, on était allé dans le village de Léopoldine Kofi, à Bédiala. De là, on allait jusqu'à Dema dans le village de Zakaria. C'est les Français qu'on a trouvé en face de nous parce qu'on voulait rentrer à Vavois. Et c'est les Français qu'on a trouvé en face de nous qui ont dit que si on franchissait un pas, c'était une confrontation entre eux et nous. Et si les autres de Mangou Philippe, qui était alors le commandant de la force interarmée, on a replié jusqu'à Boisflé. Donc c'est pour vous dire que c'était faisable. La France perdait la Côte d'Ivoire et les dés étaient jetés. Mais la France, ne voulant pas cette défaite-là, a pris part non seulement en 2004, a pris part lors des choses de la crise post-électorale. Et en 2004, la France s'est retrouvée devant le domicile de Laurent Gbagbo. En 2004, à l'Ivoire, la France a tiré sur des manifestants à main nue, chose que la Convention de Genève condamne. Et donc, des gens qui ne sont pas armés, on est formé pour parer à toute manifestation, même si les manifestants sont violents, s'ils ne sont pas armés, il y a une manière de les contenir. Et ça s'enseigne, et ça s'apprend. Même ici en France, où les gens font les trucs, c'est ce qui se fait. Mais ils ont préféré tirer sur les manifestants à l'Ivoire.
Et vous convenez avec moi que ben, vous avez le résultat. Et à la tête de ce ça-là, c'était le général des choses d'Estremo qui a eu à discuter avec le général chose Gabi Point. Et Gabi Point qui lui a demandé de ne pas tirer sur les manifestants, que lui, il s'est chargé, Gabi Point, de discuter avec eux pour pouvoir les faire reculer et les calmer. D'Estremo n'a pas attendu les choses le vœu du général chose Gabi Point qui était alors colonel. Et ils ont engagé le feu. Le résultat, ben, vous le connaissez. Donc, à cette question, l'armée de Côte d'Ivoire était parée véritablement à bouter la rébellion hors de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est indéniable. Voilà, sans oublier l'opération de choses à Languassou, où les Français nous ont cramé un char, un BTR 80, où il y a eu divergence de points de vue entre Abbaye et Doué Mathias, chose qui a amené Laurent Gbagbo à aller à Languassou pour pouvoir régler cette mésentente-là. Mais cette mésentente est restée entre Doué Mathias et Abbaye jusqu'à ce que personnellement Doué Mathias il perde le commandement de l'état-major au profit de Mangou Philippe. Voilà. Donc, pour revenir à mon intervention, le président Laurent Gbagbo, c'est pas aujourd'hui qu'il a amorcé le rapprochement entre lui et Soro. Soro n'avait même pas encore de parti politique quand déjà il a nommé Premier ministre. Et cette nomination de Premier ministre a engendré une crise au sein de la rébellion. Kone Zakaria n'était pas pour, Chérif Ousmane n'était pas pour. Ce qui a fait que Ouattao et Soro étant et qui s'entendaient très bien, Ouattao est venu à va-voix parce que Soro lui a demandé de venir mettre Zakaria au pas. Zakaria, il a déserté, il a fui, il est allé se réfugier au Burkina. Ouattao a séquestré la famille de Kone Zakaria qui a perdu son cousin. Nous, on était sur la ligne de front, on était à Zionoula, on n'était pas loin. Donc, on avait tous les échos, on avait toutes les informations. Ce qui a fait que la relation Zakaria, Soro et Ouattao a été empoisonnée à jamais. Ça explique que ce dernier-là soit passé des vies à trépas. Et il y a eu ni tam-tam, ni trompette. Vous voyez, ils ont toujours dit que le fait que Soro accepte d'être le premier ministre de Gbagbo, c'est une trahison au sein de la rébellion. Ils n'ont jamais voulu ça. Mais Gbagbo avait toujours dit que les Ivoiriens, il ne peut pas accepter que les Ivoiriens se tirent dessus. Il faut régler le problème, quelle que soit la manière dont il faut le régler, mais il faut le régler. Voilà, il a toujours voulu ça. Voilà. Et puis, il y a une chose, Soro même a reconnu que Gbagbo a dit que de tous les premiers ministres, il a été le meilleur des premiers ministres. Il l'a dit lui-même. Voilà. Il a mis dans les commodités. Il a dit que le premier ministre de Côte d'Ivoire ne peut pas loger dans un hôtel. Il lui faut une maison. Non seulement c'est une autorité, une institution, le chef de cette institution-là ne peut pas il peut pas vivre dans des conditions de cette façon-là, parce qu'il y va de la notoriété de la Côte d'Ivoire. Et Gbagbo, aimant la Côte d'Ivoire, il a fait venir Soro, il lui a donné une maison. Il n'a pas donné la maison à Soro parce que Soro c'est son enfant ou parce que Soro est soumis à Gbagbo. Non, il a donné la maison à Soro parce qu'il est le premier ministre et il respecte la fonction de Soro. Vous voyez, c'est deux états de fait différents. Et ça a fait que M. Laurent Gbagbo, président qu'il est, je ne suis pas son partisan, moi je suis militaire, il prend quand même la mesure de respecter la fonction du plus petit des Ivoiriens. Et voilà comment il a agi. Vous voyez. Donc dire aujourd'hui que faire la part belle à Soro, c'est une trahison, ce n'est pas une trahison. Parce qu'il a toujours fait, il y a longtemps qu'il l'a fait. Il y a longtemps, si on doit parler de trahison, la trahison, elle ne vient pas de Gbagbo. Parce que Gbagbo, il a toujours voulu rassembler tous les Ivoiriens. Ça, c'est un. Même quand Mamadou Koulibaly lui a demandé d'envoyer tous les députés dans la sous-région pour aller informer la sous-région, pour que de la façon dont les rebelles nous attaquent, on va aller attaquer le Burkina pour dire que c'est eux qui l'ont envoyé. Gbagbo a dit non, asseyons-nous et discutons. Mamadou Koulibaly, lui, il était radical. Mais Gbagbo lui a dit non, c'est pas là entre les Ivoiriens. Parce que j'ai appelé les Français pour qu'ils viennent, ils disent non, c'est entre les Ivoiriens. Tout ce que j'ai appelé pour nous, c'était dit non, c'est entre les Ivoiriens. Donc on est entre nous Ivoiriens, trouvons la solution entre nous Ivoiriens. C'était le leitmotiv de Gbagbo Laurent. Donc jusqu'à présent, je ne crois pas que Gbagbo Laurent, il est trahi. Même jusqu'au jour d'aujourd'hui, demander le retour de Soro Guillaume sur la terre de Côte d'Ivoire, elle obéit à deux principes. Le premier principe, il faut qu'il vienne expliquer aux Ivoiriens, parce que lui-même, il reconnaît qu'il a pris l'exemple pour Ouattara. C'est lui-même qui a dit. Il a pris l'exemple pour Ouattara. Il faut qu'il vienne nous expliquer pourquoi il a fait, comment il a fait et qu'est-ce qu'il entend pour réparer. C'est-à-dire comment est-ce qu'il va réparer tout le tort qui a été causé au peuple de Côte d'Ivoire. S'il n'est pas là, il ne peut pas répondre. Il faut qu'il soit là. Donc il faut qu'il vienne. C'est en cela que Gbagbo demande des choses, son retour de deux.
Il y a longtemps que Gbagbo Laurent lui a tendu la main. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va dire non, je ne le reconnais pas. Non. Au moment où c'était gâté là, Gbagbo l'avait toujours dit non, c'est un Ivoirien, il va changer, il va venir. Donc si aujourd'hui il demande qu'il soit là, c'est dans un premier temps pour qu'il vienne rendre compte aux Ivoiriens. Il faut qu'il vienne rendre compte aux Ivoiriens parce qu'il est en exil, ce n'est pas le fait de Gbagbo. Hein. Il est en exil là, ce n'est pas le fait de Gbagbo. C'est le fait du président Alassane Dramane Ouattara. Et Dramane Ouattara, c'est pourquoi Soro Guillaume est en exil. Ce n'est pas à Gbagbo, c'est pas à Laurent Gbagbo qu'on a demandé pourquoi Soro est en exil. Non, c'est à Ouattara. Mais Gbagbo, pour lui, Soro Guillaume devrait être en Côte d'Ivoire parce que c'est lui qui a fait que la rébellion aurait s'est installée au pouvoir. Et les fruits de la rébellion, là, c'est de ça que les gens sont en train de jouir. Donc, si lui, il est à l'extérieur, il faut qu'il vienne. Il n'a qu'à venir. Il va nous dire pourquoi il a fait. Ça fait un. De deux, il n'a qu'à venir. Et puis, entre Ivoiriens, on va se réconcilier, on va parler. Parce qu'il a été le fer de lance de la rébellion. Donc, dire de venir, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas une trahison. Non, non, c'est normal. Ce n'est pas une trahison. Quelqu'un qui a fait quelque chose, il ne peut pas rester dehors et puis on va lui demander. De là-bas, il ne peut pas répondre. Il faut qu'il vienne dire aux Ivoiriens. Parce que je rappelle qu'il y a eu la commission dialogue, réconciliation et vérité qui a fait son travail. Ce travail n'a jamais été appliqué. Des décisions, des accords politiques à Marcoussis qui étaient censés amener la réconciliation. Gbagbo a tout accepté. C'est Oudou Eliman Diarra qui a été premier ministre. Nos frères des forces nouvelles ont été dans le gouvernement. Ça n'a pas amené le désarmement. Hein. Tout ce que Gbagbo a fait, a accepté tout. Ça n'a jamais amené le désarmement. Même le fait qu'il ait demandé à Thabo Mbeki de prendre une note, une ordonnance signée, quelque chose qui va signer parce qu'il a dit quoi? Je respecte mon peuple. Je ne peux pas dire de ma propre voix que Ouattara soit candidat. Prenons un décret au nom de l'accord avec pour garant Thabo Mbeki. Comme ça, si je signe et que mon peuple me demande, je saurai quoi dire à mon peuple. C'est ce qu'il a dit. C'est pas lui qui a demandé à Ouattara d'être candidat par la bouche. Non, il y a eu une procédure, il y a eu un processus. Un processus avec Thabo Mbeki qui a été le témoin, le garant de cet accord-là. Voilà comment Ouattara est devenu candidat. Vous voyez. Donc Gbagbo n'a jamais rien fait de lui-même. Il n'a jamais rien fait de lui-même. Même l'accord de Marcoussis, il a fait un discours pour dire je vous comprends, mais essayons ce médicament pour voir s'il peut nous guérir. S'il peut nous guérir, c'est tant mieux. Je l'ai fait pour vous, pour que l'Ivoirien vive. Il a tenu ce discours. Ce jour-là, j'étais à la RTI. Il était aux environs de 23h, 1h du matin quand Blé Goudé a appelé à une manifestation contre les accords de Marcoussis. J'étais en face de Blé Goudé et de Dibo Pieux et de Thierry Joël. À la RTI, ce jour-là, le commandant Abeyi m'avait envoyé là-bas spécialement pour aller prendre la température de la situation. Et les gens ont commencé à venir. Gbagbo a fait un discours pour calmer les esprits, pour demander, je l'ai fait pour vous. Je ne peux jamais rien faire sans vous. Donc, Gbagbo, je le dis, je suis militaire. Moi, je ne fais pas de politique, mais j'interprète les faits. Voilà, j'interprète les faits. Donc, dire aujourd'hui que Soro a accepté qu'il vienne en Côte d'Ivoire, c'est une trahison. Moi, je dis que ce n'est pas une trahison. Il faut qu'il vienne répondre. Il faut qu'il vienne dire qu'il a envoyé. Même s'il le dit à l'extérieur, nous, on ne considère pas ça. On va considérer quand il sera devant nous. Et puis, il va dire, on va dire, bon, tu as dit, on a compris. Celui que tu as dit, là, il est là, le voilà. Voilà comment ça va se passer. Voilà, il a dit, c'est Ouattara qu'il a envoyé. Il est à l'extérieur et puis il l'a dit. Mais tu es là-bas, ça n'a pas de crédibilité. C'est pourquoi Gbagbo Laurent dit, il faut venir. On va parler de la situation de la Côte d'Ivoire. Tu es un fils de Côte d'Ivoire, tu as posé des actes. On a subi des choses. Aujourd'hui, là, le pays, là, voilà. Il faut venir, on va s'arranger ensemble. Chacun va assumer ses responsabilités. Chacun va apporter sa petite pierre à l'édifice pour pouvoir reconstruire la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le rapprochement Gbagbo-Soro, pas en tant que parti politique, mais en tant qu'Ivoirien, en tant que jeune Ivoirien qui a été auteur de certains actes en Côte d'Ivoire, il y a de son devoir de venir et d'expliquer aux Ivoiriens pourquoi, et qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a été interprété, et où on est rentré, où les choses on est sorti. Voilà un peu ce que je peux dire pour ce cas de figure-là. Maintenant, si vous me permettez, le grand frère Zasso, comme je l'ai dit, il est politicien, il a son analyse à lui, mais il a dit des choses
que je dis pas que c'est des mensonges, c'est pas des mensonges, parce que lui-même il a employé le mot mensonge à l'encontre de je sais pas quel homme politique, et pourtant il a dit que le mot mensonge c'est une injure. Pourtant lui il a employé. Bref, c'est une contradiction envers lui-même. Je ne peux pas le juger, mais je vais me contenter d'énumérer les faits. Le fait qu'on ait d'abord premièrement, il a parlé du contrôle de Soro Guillaume par de la ville de Soro Guillaume dans les casernes militaires pour voir les armes qu'on avait, le contrôle de l'armée par Soro Guillaume et tout ça. Ce n'était pas une affaire de Soro, hein. C'était une affaire de l'ONU. On était sous embargo. Même à Agban, l'ONU venait chaque mois pour répertorier toutes les armes qu'on avait. Ils avaient un calepin, ils notaient tout ce qu'on avait comme armes. Quand on devait avoir de nouvelles armes, l'ONU notait tout. Ce qui a poussé le commandant Abei à proposer au président Laurent Gbagbo, pour la réparation des chars endommagés, il fallait qu'on commande des pièces en Afrique du Sud, mais en les faisant passer pour des pièces de machines agricoles pour cultiver le riz. Comme ça, les gars pouvaient laisser passer les pièces de rechange de ces chars-là, parce que on avait des chars ukrainiens, on avait des chars français, mais on avait beaucoup de chars sud-africains. Les RG-12, les Mamba, les Elan, tout ça c'était des chars sud-africains. Donc il nous fallait des pièces de rechange. Voilà comment le président Laurent Gbagbo a proposé à Abei, bon, faire un rapport, et on va envoyer ça à l'ONU pour leur dire que c'est des pièces de machines agricoles qu'on veut, on va énumérer ces pièces-là, et ils vont nous les livrer. Voilà comment on a pu entrer en possession de quelques pièces pour pouvoir remettre nos chars en panne, pour les remettre sous pied par le génie du commandant Abei. Sinon, c'est pas celui qui contrôlait les choses. Mon commandant, j'ai une question. Mon commandant, j'ai une question. On va donner la parole au grand frère Zasso, au grand frère Esprit. Est-ce que le président Laurent Gbagbo a visité les régions? Le président, je vais rappeler aux frères Zasso que faut qu'on soit pragmatique, parce que le président Laurent Gbagbo, il a amnistié les rebelles. Je ne crois pas que ce soit même une amnistie totale. Cette amnistie n'obéissait pas aux crimes de sang et aux crimes de guerre. C'est pourquoi les gens ont toujours réclamé les rebelles à la CPI. Si ça avait été parce que la juridiction parce que la Côte d'Ivoire a amnistié les rebelles, mais pas pour les crimes de sang, pas pour les crimes de guerre. Non, ça n'a jamais été fait. Voilà. Ce qu'ils ont proposé, l'avancement au niveau des grades et une amnistie totale. Gbagbo a dit non. Gbagbo a dit non. Concernant les crimes de guerre et les crimes de sang, moi je peux pas. Parce que je vais pas me mettre mon peuple à dos. Ce que je peux faire, vous réintégrer. L'amnistie concerne la réintégration dans l'armée avec les grades que vous souhaitez, c'est-à-dire le grade d'officier. Et ensuite, tout ce qui est casse de la BCAO et tout ça là, parce qu'en principe, il devait être poursuivi. Parce que ça, c'est vol en réunion. Voilà, c'est vol en réunion. Et donc, tout ça, il a passé la main dessus. Voilà, parce que la BCAO elle-même allait porter plainte contre la Côte d'Ivoire parce que l'argent qu'ils ont envoyé là, ce n'était pas l'argent de la Côte d'Ivoire, c'était pour la BCAO. Donc la BCAO devait porter plainte. Mais comme le président Gbagbo, il a pu utiliser cette loi-là pour que tout ça, ça soit effacé, sauf les crimes de sang et les crimes de guerre. Voilà. C'est ce qui est... Voilà. Ok, mon commandant. Ouais. Mon commandant, je vous remercie. Mon commandant, je vous remercie. Ouais. Restez là. Il y a le grand frère Zasso. Il y a le grand frère Zasso. Après, je vais passer la parole au grand frère Esprit. Grand frère Zasso, vous avez la parole. Cher frère, en fait, moi j'ai écouté mon frère, heureusement qu'il dit qu'il intervient en tant que soldat. Moi, j'appartient. C'est le commandant Diagonobi. Oui, commandant Diagonobi. Aide de camp du colonel-major Jean-Noël Aboué. Oui, j'ai entendu le nom. Frère, sois salué. Tu vois aujourd'hui dans la position où ma chose vit aujourd'hui, comment il s'appelle, ton Abei. Moi, j'étais au Ghana quand Abei venait au Ghana. Je n'ai pas aimé sa manière de déserter et se laisser distraire par les pro-Gbagbo au Ghana. Tu as vu aujourd'hui comment il a été arrêté. Donc je pense que si je parle, il faut m'écouter parce que je parle en tant qu'un homme politique. Normalement, tout soldat doit servir la République. Quelle que soit la chute du président, tout soldat doit être à la disposition de la République. Comme les fonctionnaires, les médecins, les infirmiers, partout. En Suisse, où je vis ici, il n'y a pas un soldat pro.
Ce sont des soldats de la République, pas des soldats au service des hommes politiques. Et je le dis à beaucoup d'entre eux tous, servez plus la République que de servir les individus. Parce que ces individus-là, ces présidents, ils vont partir. Mais la République demeure toujours. Mangou n'est pas une chose. Abéi n'est pas devenu Abéi sous Gbagbo. Il était soldat avant que Gbagbo ne vienne au pouvoir. Donc quand Gbagbo perd le pouvoir, il doit s'aligner. Parce que tous les étaient là au temps de Bédier, ils étaient là au temps de, comme on appelle, Guy Robert et tout ça, et autres. Alors, il allait au Ghana, aujourd'hui, il lui-même. Allô, je n'entends plus rien. Hein? Ouais, j'ai été fermé là. Le micro a été fermé. Ouais. Grand frère Zasso, excuse-moi de t'interrompre, je voulais poser juste une question. Il est question de parler d'Abéi ou bien il est question du débat du jour? Parce que c'est une question. Non, oui, non, j'ai parlé de lui concernant une situation bien précise. Ouais, c'est pour ça que l'intervention, voilà, non, l'intervention que vous êtes en train de faire, je ne peux pas vous laisser continuer cette intervention-là, parce que ce serait vraiment manquer de respect au commandant. C'est un grand garçon. Non, je ne manque pas de respect. Je ne manque pas de respect. Voilà. Non, s'il te plaît. Sa situation, attends, écoute-moi. Écoute-moi. Sa situation au Ghana, tout ça, il a payé. Attends, je viens. Oui, non, je sais. Mais là, ils l'ont pris, il a fait la prison, il a payé, il est dans son coin. Oui, on n'a pas à commenter ses actions. Voilà. Oui. Mais tu peux sensibiliser. Voilà. Parce que tu sais pourquoi je dis ça? Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que lorsque nous avons lancé une cagnotte pour le soutenir quand il était malade, on nous a tagué de devoir regrouper des fonds pour donner à Abéi pour faire un coup d'état. Non, ce n'est pas... Donc c'est pourquoi je n'aimerais pas... Commandant, laisse-moi finir. Ouais, laisse-moi finir. C'est pourquoi je n'aimerais pas... C'est-à-dire qu'ici, on n'a pas à interpréter ou à juger les actions du commandant Abéi en dehors du pays quand il était au Ghana. C'est sa responsabilité à lui, ça lui regarde lui et lui seul. Il l'a fait, il a payé le prix pour ça, il est sorti de prison, il est dans son coin, silence radio, il parle pas, il dit rien. Je ne souhaiterais pas que aujourd'hui on se lève pour dire il était au Ghana, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Tout ce qu'il a fait au Ghana là, il a payé pour ça. Il a fait la prison pendant 10 ans, il a souffert, il a failli mourir en prison. Dieu merci, il est sorti, il travaille pas, il n'a pas de salaire. Il est dans son coin, il n'a pas été réintégré, quand bien même que il a eu la grâce présidentielle, il est dans son coin, silence radio. Alors je n'aimerais pas que on interprète ces actions qu'il a eues hors du pays. Moi j'ai commenté des faits qui se sont passés parce qu'on accusait Gbagbo de ne pas avoir voulu faire certaines choses. Et donc, puis quand il était en exercice, en activité, j'ai commenté ce qu'il a fait lorsqu'il était en activité dans la rébellion. Après la prise de pouvoir de M. Alassane Dramane Ouattara, tous les faits du commandant Abéi sont de sa responsabilité. Il a fait ça, il a payé, il est en prison, et il a fait la prison, il est sorti. Silence radio, j'aimerais qu'on passe l'éponge dessus et qu'on le laisse tranquillement vivre sa vie de galère, comme on le dit. Voilà, merci. Ok, merci. Commandant, je voulais apporter un additif à ce que le frère Zasso a dit tout à l'heure. Quand il dit qu'un soldat ne fait pas la politique. Exactement, un soldat ne fait pas la politique. Et tous ces officiers-là, qui ont fui la Côte d'Ivoire après la session de Ouattara au pouvoir, ils ont fui parce qu'ils étaient pourchassés. Ceux qui sont restés en tant qu'officiers, ils n'étaient pas pourchassés. C'est parce qu'ils étaient pourchassés qu'ils ont fui. Et puis, quand ils ont demandé à certaines personnes, à certains militaires, à certains corps habillés de rentrer, ils étaient exécutés ou bien ils étaient mis automatiquement en prison, en détention. Donc, il ne faut pas dire qu'ils savent leur fonction. Pour ne pas te couper la parole, moi, gendarme, je suis Abéi est parti au Ghana, moi je suis resté à Agban. Je suis resté à Agban. Mais qu'est-ce que j'ai subi? Ma famille a été séquestrée. J'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon frère. Mon père et mon frère, ils sont morts
à deux jours de choses intervalles, on demandait où j'étais. On voulait forcément me récupérer. On voulait forcément dire non, celui-là, c'est l'aide de camp d'Abbaye. Il sait où Abbaye est parti. Ma famille a été séquestrée, mes enfants, ils ont été mis dehors. Ils ont été pourchassés. Et vous voulez qu'on reste? Merci beaucoup. On n'a pas servi on a servi la je vais rajouter un additif parce que ça soit un additif. Il ne faut pas tronquer l'histoire. Zasso, il ne faut pas tronquer l'histoire. Ce qu'on est en train de dire là, il faut rester dans le canevas. Les officiers qui ont déserté, qui ont fui. Laissez-moi réagir. Non, mais tu as dit quelque chose qui n'est pas ça. C'est pour ça qu'on veut te... Il faut me laisser parler maintenant. Attends, grand frère Esprit. Grand frère Zasso, laisse Esprit finir en 5 minutes et tu parles. Voilà. Ce que je veux dire, j'ai voulu franchement laisser Zasso terminer, mais comme le commandant Djangoné lui a essayé de lui rattraper tout à l'heure, je veux juste apporter un additif par rapport à ce qu'il a dit. Tu comprends? Un soldat ne fait pas la politique. Ça m'a beaucoup accroché. Aucun des soldats qui a déserté Abidjan pendant la crise là n'était libre de ses choix. Voilà le commandant Djangoné. Ça, c'est une preuve palpable. Tu ne pouvais pas demander à ce monsieur-là de rester parce qu'il ne fait pas la... Il n'était pas dans l'armée à cause de Gbagbo et il le dit. Ils étaient avant Gbagbo dans l'armée. Ils étaient après Gbagbo. Il y en a qui sont restés, mais ceux qui se sont ralliés au Golfe, ils ont demandé aux gens de ne même pas fuir. Ceux qui n'ont pas fui, là, on sait où ils se sont retrouvés. Ceux qui ont fui... S'il te plaît, Esprit, je ne te coupe pas la parole. Je voulais juste te rappeler que quand Gbagbo est tombé, Abbaye était en Côte d'Ivoire. Abbaye était en Côte d'Ivoire, mais il est sorti pourquoi? Quand Djangoné est sorti, il est sorti pourquoi? Parce qu'on le traquait. Si on te traque pas, tu vas revenir. Parce qu'on le poursuivait, mon ami. C'est ce que je suis en train de m'entêter à te dire. Non, faut pas dire ça. Tu n'en sais rien. Zasso, tu n'en sais rien. Faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Esprit, oui, Esprit, laissez-moi dire à Zasso, mon commandant, permets-moi de dire à Zasso que Abbaye a été trahi par des cadres. Je finis. Je suis mieux informé. Parce que moi, j'étais au Togo. On était à côté. Moi, j'étais au Togo. On était juste à côté. J'étais pas loin de la maison. Moi, j'étais à Dido Gomé. Non loin de Didjolé, le domicile du ministre des choses Elida Kwasi. Voilà, j'étais pas dans le camp des réfugiés à chose avec Pozo. Moi, voilà. Donc, oui. On va ordonner le live. Parce que quand tu parles Zasso, le grand frère Esprit parle, ça mélange. Donc, en 2 minutes, je vais passer la parole au grand frère Esprit. Le grand frère Zasso a la parole. Chacun respecter le temps de parole de son ami. Parce que même quand tu veux intégrer, il faut avoir le cardio pour laisser Zasso parler, pour laisser le grand frère Esprit parler, laisser le commandant Djangoné parler sans intervenir. Il va finir en 2 minutes. Le grand frère Esprit va prendre. Et chacun va donner sa part de vérité. Mon commandant, vous avez la parole. Bon, vu que le grand frère est chose Zasso, bon, je ne dirais pas qu'il est grand frère parce que je ne connais pas son âge, peut-être que je suis plus âgé que lui, mais le frère Zasso, vu qu'il était en train d'apporter, comment on appelle ça, il était en train de raconter un fait, je vais le laisser finir de raconter son fait et je vais apporter un démenti à ce fait-là. Voilà, je crois qu'on va procéder comme ça. Comme ça, il va vider son sac. Et à cela, je vais opposer soit une réponse, soit confirmée ou bien soit infirmée. Voilà, donc je lui laisse la parole, qu'il aille jusqu'au bout de ses idées et qu'il vide son sac. Okay. Merci. Ok, mon commandant, mon commandant, merci. Grand frère Zasso, en 5 minutes, vous avez la parole. Commandant, tu sais, il faut qu'on se dise la vérité. Moi, j'étais au Ghana et tout le monde. Même Lida Kwasi, Abbaye, tout ça, je les ai vus au Togo. Et pardon, Lida Kwasi, et puis lui qui est mort là. Le gars de Tcheta Simon Gbagbo, le député à Tepi. Tous les soirs à 12, je les ai vus. Quand moi j'ai appris qu'Abbaye venait encore au Ghana, moi je n'étais pas d'accord. J'ai dit à un d'entre eux, et si moi, Zasso, je savais, j'allais dire à Abbaye, reste en Côte d'Ivoire, servir la Côte d'Ivoire. Je le dis, quand je dis là, je l'assume. Abbaye a fait des propos, il y a eu des trucs qu'il a dit. Quand il est rentré en Côte d'Ivoire, les vidéos sont là. Abbaye a été trahi par les groupes des gens du FPI qui étaient au Ghana. Ils ont convaincu Abbaye qu'ils avaient les moyens, ils pouvaient faire ceci, ils pouvaient faire cela.
C'est dans ça qu'Abéi est tombé. C'est dans ce jeu-là, il est tombé, il est là, et puis je dis ça. Il faut lui envoyer, il va écouter ça. Abéi, là, c'est un grand soldat. Ce n'est pas n'importe qui. Si Gbagbo tombe, Abéi doit rester au service de la République. Parce que Gueye Robert est tombé ici. Bédi est tombé. Pourquoi ils n'ont pas changé de camp en ce temps? Il faut qu'on se dise de vérité. Tout soldat, et j'assume ce que je dis, c'est comme l'infirmier, le médecin, le docteur, vous avez prêté serment de servir la République. Si Gbagbo aura organisé des élections, qu'il a perdu, vous devez vous mettre au service de la République. J'assume cela. On ne doit pas dire, non, quand Gbagbo est tombé, nous on a les moyens, viens, on va faire ceci, on va faire ceux qui l'ont trahi. Et Abéi sait qu'il a été trahi. Toi, Diagoné, tu sais qu'Abéi a été trahi. C'est ce qu'Abéi est en train de payer. Voilà. C'est ce qu'il est en train de payer. Donc, faut pas. Tu es soldat, je préfère même que tu rentres. Toi, Diagoné, pour te mettre au service de la République. Parce que vous fatigue. Si toi, en Afrique, aux États-Unis, le World Trade Center a été attaqué. Vous avez dit que les soldats abandonnaient les États-Unis? Vous les avez vus? En Russie, vous avez vu, il y a des guerres. Vous avez vu des gens abandonner quelqu'un? C'est seul en Afrique, dans les pays francophones, qu'on est toujours dans ça. Et c'est toujours nos militaires. Moi, je ne suis plus jamais pour les coups d'État, les insurrections, pour les désordres. Je suis là pour vous dire, quand vous prêtez serment, vous avez choisi de faire une fonction. Quand on dit, tout le monde dit, tu as perdu là. Vous servez la République. Mais aujourd'hui, vous avez mis tous vos amis en danger. Avant Gbagbo, là, vous aviez vos vies. Vous avez fait des études, ce n'est pas Gbagbo qui a payé vos études. Vous êtes battus pour être ce que vous êtes. Mais aujourd'hui, à cause de Gbagbo, beaucoup ont détruit leur vie. Beaucoup. Mais Gbagbo, là, lui, discute avec le président Ouattara. Il allait à la CPI, il vient là, tout. Vous ne pensez même pas à vos enfants, à tous ces gens qui ont cru en vous, avant que Gbagbo ne vienne au pouvoir. Mon nom de Gbagbo, tout à l'heure, tu étais en train de justifier l'échec de Gbagbo. Je t'écoutais tout à l'heure. Je ne sais pas, tu n'es pas politique, tu veux justifier les propos d'un politique. Gbagbo, c'est ça qu'il a porté là. Gbagbo, là, c'était l'ami de Blaise Compaoré. C'est Gbagbo qui a dit à Gueye Robert organise les élections ici. C'est Gbagbo qui a dit à Gueye Robert écarte le président Ouattara, écarte Bédié. Gbagbo et Nida Kwasi sont allés voir Gueye Robert. Gueye Robert leur a donné 400 millions de francs CFA pour qu'ils accompagnent Gueye Robert aux élections présidentielles. Gueye leur a donné 300 millions, la femme de Gueye a donné 100 millions. Ça fait 400 millions. Le deal là, c'est le FPI qui prenait le poste de Premier ministre. Si Gueye gagne, et ils allaient accompagner Gueye à nettoyer le pays. Voilà le débat que vous ne savez pas. On vous dit la vérité, vous tournez autour des choses. Moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie. Non, je vais chuter. Voilà. Grand frère Esprit, vous avez la parole. Non, mais je vais chuter ou bien pour moi, fini. Grand frère, vos amis sont arrivés. Ce n'est pas une attaque. On a une faction rebelle. Des militaires. Ils en ont affaire à leurs camarades, leurs anciens collègues militaires qu'ils connaissent très bien. Donc, il y a eu une puissance. Ne nous dis pas que Gbagbo est tombé. Toi, Zasso, tu as fui la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Il faut rester, tu es ivoirien, c'est ton pays. Quel que soit le président, nous on a vu Oufoué, on a vu Bédié, on a vu Gueye, on a vu Gbagbo. Pourquoi toi tu fuis la Côte d'Ivoire? Tu es ivoirien comme tous les Ivoiriens. Fallait rester en Côte d'Ivoire. Mais tu as quitté la Côte d'Ivoire parce que ta vie était menacée. On a eu des fonctionnaires, comme tu le dis là, il y a des médecins qui ont quitté Abidjan. Il y a eu plusieurs fonctionnaires qui ont quitté Abidjan. Moi aujourd'hui, je suis sorti de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Rien qu'à cause de mon nom, j'ai été traqué combien de fois? 6 fois en prison. Je n'ai pas volé, je n'ai pas tué. Mais j'ai quitté la Côte d'Ivoire, arrivé à un moment, j'ai dit ça suffit. Voilà, je préserve ma vie, je préserve la vie. C'est parce qu'on se soucie de nos enfants. Donc ne compare pas pour dire qu'aux États-Unis, en Suisse, quand il y a des crises comment? C'est pas l'armée qui est divisée en deux. En Côte d'Ivoire, quand il y a eu la crise en 2002, l'armée était divisée en deux. On a trouvé des factions rebelles, mais des militaires qui se sont retrouvés dans le nord. On a eu d'autres militaires qui se sont retrouvés dans le sud, qu'on appelait loyalistes et les autres qu'on appelait rebelles. Mais quand ces rebelles-là viennent au pouvoir, là, ils pourchassent leurs amis qu'ils connaissent très bien. Tu nous racontes quoi? Que tu sois au Ghana, au Togo, tous ceux qui étaient là-bas, Abéi a été trahi par qui? Ce que tu es en train de dire là, c'est très grave. Abéi a été trahi par qui? Abéi, c'est pas un gosse. On ne tend pas de l'argent à Abéi comme ça pour rien. Si Abéi devait être trahi là, c'est l'argent qu'on lui avait proposé pour trahir Gbagbo là. Il allait accepter cet argent-là. Donc arrête de nous raconter beaucoup de choses. Hein, Zasso? Quand tu dis non, Gbagbo a tracé un deal, ça c'est ce qu'on s'est raconté à la Sorbonne, Zasso. Je suis désolé. Gbagbo a tracé un deal avec Gueye Robert. Ça c'est des conneries qu'on s'est raconté. Tu connais Gbagbo depuis quand? Non, arrête. Arrivez un moment, arrêtez. Et puis quand vous montez sur des panels là, je vous dis, quand on est dans du concret, la politique là, c'est pas ce qu'on a fait à la Sorbonne. C'est pas ce qu'on a fait dans les Agora. La politique, c'est quand tu allais à l'école du savoir. Et en politique, il y a ce qu'on appelle l'école de la politique, qu'on appelle le syndicalisme.
C'est ce qu'on appelle le code de la politique. On a fait le syndicalisme. On s'est retrouvé en politique. Donc, quand on pour nous de laisser nos familles, quelqu'un il te dit, il est en train de te répéter que moi là, ils ont traqué ma famille, ils ont poursuivi mes enfants, ils ont déjà mon père, ils ont déjà ma mère. Mais tu lui dis quand même, il n'a qu'à rester. Ah, c'est lui que sa mort tu voulais. C'est pour lui là que tu veux. Pourquoi tu fais ça? Hein? Zasso, quand il y a des problèmes là, touchez le problème du doigt. Aujourd'hui, ils ont un sujet. Moi, je n'ai pas bien compris le sujet, mais quand je suis arrivé, c'est toi qui parlais d'un soldat ne fait pas la politique. Mais en Côte d'Ivoire, quel soldat qui fait la politique? Nous, nos parents les a déjà abraqués là, c'est par rapport à quoi? Ils ont fait quelle politique? Tu as déjà vu mon père à un meeting de Gbagbo? Jamais. Mon père est militaire depuis 70. Mais quand ils sont venus loin là, c'est par rapport à quoi? Ils défendent les institutions de la République. Sous Fouet, il a défendu les institutions. Sous Bédier, il a défendu les institutions. Donc, tu ne vas pas venir nous dire qu'ils l'ont déjà parce qu'ils l'ont vu un meeting. On ne l'a jamais vu un meeting de Gbagbo. Jamais. Mais donc, quand tu racontes des choses, fais très attention à ce que tu dis. Parce que là, c'est blessé. Quand il dit non, Abey, il s'est fait trahir. Abey, tu penses que c'est quelqu'un qui trahit comme ça? Ou bien c'est quelqu'un qu'on trahit comme ça? Abey, non, non, non. Abey, c'est un militaire. Un militaire, tu ne vas pas lui dire, bon, va faire tomber Ouattara, il va te donner des milliards. Non, 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 c'est pas d'Abey que tu parles. L'Abey que nous, on connaît là, c'est pas de lui que tu parles. On te dit, voilà le son net des camps qui est là. Tu le connais, Djangoné? Tu connais Djangoné où? Tu connais Djangoné où? Toi-même, tu le dis, j'ai entendu parler. Il y a celui qui a entendu et puis il y a celui qui connaît. Nous, Djangoné, on le connaît. Tu comprends? Donc, quand tu veux nous parler de quelqu'un, faut avoir un peu de pudeur. À plusieurs reprises, on te voit, tu fais des panels. On ne veut pas rentrer dans ces débats-là parce que vous faites souvent du coq à l'âne. Pendant qu'on est en train de parler de quelque chose, vous parlez. Tu peux pas prendre un exemple sur l'attaque de World Trade Center? Est-ce que World Trade Center, c'était des Américains qui ont attaqué World Trade Center? C'est ce qu'on t'a dit? Il faut t'informer. Ils vont t'informer, ils vont te renseigner. Va à l'école de la politique. D'abord, on est venu faire la politique, Zasso. Tu ne viens pas ici pour comparer World Trade Center à la crise de Côte d'Ivoire. Les militaires sont restés des militaires. Jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de te parler là. On a encore des exilés au Ghana. Tu penses que ça leur fait plaisir? Tu penses que nous, on est sortis du pays parce que ça nous fait plaisir de laisser nos enfants en Côte d'Ivoire? Mais non. Qui veut vivre l'un de ses enfants? Mais tu es au pays là, c'est chaque jour que Dieu fait. Jusqu'à ce jour, il y a des gens encore qui sont arrêtés. Et toi, Zasso, tu viens sur un panel pour dire, retournez en Côte d'Ivoire, il n'y a rien. Mais vous avez fait ça. Ceux qui sont retournés, ils sont où? Les Picasso est rentré quand? Il est où actuellement? Mais si tu peux rentrer, puis demain matin, on te prend, on te jette en prison, ça ne sert à rien. Donc, commandant, je vais m'arrêter là parce que j'ai voulu bien suivre le panel d'abord pour vous donner mon avis. Mais le seul fait que Zasso ait dit un soldat ne fait pas la politique, je suis d'accord. Mais en Côte d'Ivoire, nos soldats n'ont pas fait la politique. Ils étaient pourchassés. Voilà. Est-ce que tu peux vous décliner votre identité en fait que Zasso sache à qui il a affaire? Non, Zasso et moi, il sait. Je pense qu'il a su. Morrison, dis qui tu es. Il va savoir qui tu es. Zasso, c'est Dagroulou là. Voilà, il va savoir qui tu es. Il faut lui dire que tu es le fils du commandant. Zasso, on s'est croisé. Ce fils de Dagroulou là, lui, on s'est déjà vu. On s'est déjà vu, Zasso et moi. Il n'a pas apprécié la mort de son père. C'est bon, ok. Il sait que son père a été trahi. Je vais donner la parole voilà. On va parler, oui, après c'est mon tour. Hein. Non, grand frère Zasso, je vais donner la là. parole à chose. Il y a quelqu'un qui est là sur le palais, il y a beaucoup de là. On va y arriver, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonsoir le panel, bonsoir tout le monde. C'est ma première fois de monter sur le panel. J'espère que... Bon, moi, j'aimerais poser une question au monsieur commandant qui vient de parler là, qui demandait à ce que le président Soro y rentre. Mais tout à l'heure, il a dit que quand vous rentrez, vous risquez la prison et tout. Est-ce que si le président Soro y rentre, allez-vous répondre en Côte d'Ivoire le pourquoi et le camp de pourquoi de la rébellion? Est-ce que Ouattara ne va pas le tuer ou bien le mettre en prison? Est-ce qu'il pourra vous répondre en fait ce que vous voulez attendre de lui? Et tant que Ouattara est au pouvoir, est-ce que vous allez pouvoir attendre ce que vous voulez réellement? Voilà, c'est la question qu'il voulait lui poser et puis après continuer si c'est possible. Ici, on ne fait pas de questions et réponses parce que si chacun veut répondre à son ami, maman, ça va perturber. Donc, je préfère que tu interviennes. Ah, ok. Ouais, mon commandant, je vais lui répondre les choses rapidement, si tu permets. Voilà, en 2 minutes, oui. On ne va pas faire de questions et réponses. Parce que si tu réponds, ça va perturber la prise de parole des gens. Donc, je préfère qu'elle parle et puis qu'à ta prise de parole, tu vas répondre. Donc, maman, vous avez la parole. Ok, merci.
Bon, c'est la question que j'ai posée après, il peut répondre. Maintenant, bon, moi, je voulais intervenir par rapport à ce que Zasso a dit. Zasso, il intègre seulement que le président Soro par rapport à la rébellion, à tout ce qui s'est passé. Mais Zasso, moi, j'aimerais bien que tu commences d'abord à indexer ceux qui sont là-bas, qui ont défilé hier, là. Parce que c'est eux qui ont soulevé les armes. Et puis, tu pourras avoir le courage, au moins, de dire les noms, de les citer. Parce que tu as le courage de dire le nom de Soro. Oui, tu prends beaucoup dans ton tour, la l'aise bien quoi là, pour dire vraiment le nom de Soro. Pourquoi tu n'es pas à l'aise encore quand tu parles pour citer ces gens qui ont défilé hier? Et que ces gens-là, c'est eux qui tenaient les armes, qui étaient sur les terrains qui ont déjà les Ivoiriens. Voilà. Donc, maintenant, je voulais encore rebondir sur un truc que les gens disent par rapport à la venue, par rapport au sujet que vous avez posé tout à l'heure. Le sujet, c'est la rencontre Soro, président Laurent Gbagbo. Les frères du Nord doivent se réconcilier. Est-ce que ça peut apporter, cette alliance peut apporter une véritable paix entre les fils du Nord et les Ivoiriens? Ouais, bon, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que si Gbagbo a décidé de le faire, tu sais, c'est lui qui a dirigé un pays. Nous, on n'a jamais dirigé un pays. Et lui, il sait pourquoi il a dit ça. Donc, si lui demande à ce que il y ait Soro rentre, il y ait une réconciliation pour que entre les gens du Nord et tout le reste de la Côte d'Ivoire, il le sait, il sait pourquoi. Il le sait pourquoi il le dit. Maintenant, ceux qui tiennent beaucoup ceux qui sont morts lors de la rébellion, mais celui qui est au pouvoir qui continue là, je pense que si les gens tiennent beaucoup à ça, à faire les règlements, à pouvoir dénoncer les morts, ce que s'est passé au temps de Soro Guillaume, j'aimerais aussi qu'ils dénoncent aussi ce que se passe actuellement. Parce que Soro Guillaume n'est pas en Côte d'Ivoire depuis 2000, hein, mais les morts continuent. Les gens commencent à dire pourquoi les gens ne dénoncent pas. Parce que ce même pouvoir est au pouvoir. Et puis il y a eu la tête de Toussaint qui est partie. On ne parle pas de ça. Ils sont encore au pouvoir et il y a des Djali jusqu'à avant-hier encore des Djali, les peuples qui s'occupent des étrangers qui vont déjà des Ivoiriens. Et qui est encore là? Soro n'est pas là. Soro n'est pas là, mais il y a toujours ces Djali là qui continuent. Il y a même le bac à vert. Mais le bac à vert, personne n'est pas de ça. Hein? Aujourd'hui, il y a les corps rabieux qui continuent aussi de déjà. Il y a les corps rabieux quand on les emprisonne, on va les prendre chez eux là-bas devant les enfants et on va les enfermer. Ça, c'est pas la rébellion, mais c'est ceux qui ont causé la rébellion là qui continuent leur travail. Mais pourquoi on parle pas de ça? Et qu'on se limite seulement que la rébellion, alors que ceux qui ont fait la rébellion, c'est eux qui dirigent le pays. C'est eux qui sont à la tête. Et ceux qui ont planifié cette rébellion, cette histoire de mettre la Côte d'Ivoire sous tutelle de la France, c'est eux qui dirigent la Côte d'Ivoire, qui dirigent aujourd'hui. Aujourd'hui, la France a planifié un truc qu'il a réussi. C'est de mettre la Côte d'Ivoire sur sa tutelle. Et ils ont réussi ça, ça continue. Actuellement, tout les appartient. Mais on ne parle pas de ça. Soro, il a les îles. Je ne sais pas si on parle de lui, est-ce que les Français vont partir? Est-ce que si on parle de lui, Ouattara va quitter le pays? Est-ce que si on parle de lui, le pays va nous revenir? Est-ce que si on parle de lui, on va perdre le pays? Est-ce que si on parle de lui, comment ça s'appelle, la fiole, il va quitter le pouvoir? Non! Plus on parle de Soro, plus il y a l'impression qu'on barre le chemin et puis on fait le grand chemin, on barre le chemin à l'opposition et on fait le grand chemin à Ouattara qui s'impose. Et depuis 2000, on est dans cette situation. On ne trouve pas de solution. Nous, les Ivoiriens, nous tous sommes les responsables. Moi, nous tous sommes les responsables de cette situation qui se passe en Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas que les leaders qui sont responsables de ce qui se passe, on est aussi responsables. Parce que si on prend notre temps à se chamailler entre nous, à faire les guerres qui ne valent même pas la peine, hein, qui ne savent même pas qu'est-ce que ça peut nous apporter, et ils continuent, les terres continuent d'appartenir aux étrangers, tout continue à appartenir aux étrangers. Aujourd'hui, l'Ivoirien, il n'est même pas capable même d'avoir quelque chose, même entreprendre dans son propre pays. On préfère qu'un étranger entreprenne en Côte d'Ivoire qu'un Ivoirien. Et nous, on est là sur cette histoire de rébellion. Est-ce qu'on ne peut pas s'attendre pour une fois et puis essayer de régler ces problèmes-là, de Ouattara là, hein?
pour que ceux-là quittent. Maintenant, si ceux-là, ils ont quitté et que tu veux faire appel à Soro pour rentrer, et lui, là, n'est plus au pouvoir. Que tu fais appel à Soro pour rentrer, pour qu'il vienne se justifier, pour qu'il vienne dire pour qu'il s'est passé, pourquoi il a contribué à la guerre, pourquoi il a fait ceci. Ça, c'est compréhensible. Mais on est dans Magnan, et puis il y a les gens qui pensent que c'est dans Magnan, on va se libérer. On peut pas rester dans Magnan pour se libérer. Ben, moi, sincèrement, ça me fait très mal quand je vois des Ivoiriens on se tape dessus, et au moins on se tape dessus. Ouattara commence à grandir, c'est sa famille qui occupait, sa famille a tout en Côte d'Ivoire. Mais toi, Zazo, tu te prends pour un politicien. Tu te dis que tu te bats pour la population, tu te bats pour ton peuple. Je ne sais pas si tu te bats pour ta poche ou bien pour ton peuple. Mais si tu te battais pour ton peuple, tu vois que ton peuple est dans qui souffre là-bas. Hein? Tu vois ton peuple, c'est puis tu vas le défiler. Depuis qu'on défile en Côte d'Ivoire, on n'a jamais vu les étrangers venir défiler pour nous. C'est les Ivoiriens qui défilent, les militaires, les Ivoiriens et les militaires qui défilent, ou bien les planteurs qui vont défiler. Tous nos gars, même ceux qui sont pas, c'est eux qui défilent. Aujourd'hui, c'est des gens qui quittent ailleurs pour venir défiler. Ça montre que non, la Côte d'Ivoire, ça ne nous appartient pas, que ça appartient aux ces étrangers-là. Donc, ils défilent. Ok, maman, en une minute, voilà. Donc, demain, après, ça vous étonne si la Côte d'Ivoire devient comme la Nouvelle-Calédonie qui peut même pas prendre son indépendance parce que les étrangers là-bas sont plus nombreux que les autochtones. Ça doit vous étonner. Si vous devez rester là, vous chamailler, un jour la Côte va devenir comme ça là-bas, comme ce pays-là. Merci. Ok. Commandant Diagonebi, vous avez la parole. Après, je donne la parole au grand frère Zasso. Mon commandant, vous avez la parole. Ouais, merci beaucoup, mon commandant. D'abord, il y a quelque chose qui m'a frappé. Ça m'a frappé et ça m'a fait de la peine. Je vais dire, je l'appelais mon frère Zasso, mais je ne sais pas si je vais continuer de l'appeler mon frère Zasso. Parce que ce qu'il a dit, moi, ma vie n'est pas au-dessus de la vie des millions d'Ivoiriens qui regardent. L'avenir de mes enfants n'est pas au-dessus de l'avenir des millions d'Ivoiriens qui ne savent pas aujourd'hui où donner de la tête pour vivre. On était censé rester au bled pour servir un régime qui passe son temps à violer la Constitution. Je ne suis pas politicien, mais je suis Ivoirien. Je suis Ivoirien. Avant d'être militaire, je suis Ivoirien. Et les lois disent que un président là, on le vote 2 fois. Après là, c'est bon. Mais ce régime-là a continué de violer la Constitution, a continué de marcher sur le sang des Ivoiriens depuis 2002, a marché sur le sang des Ivoiriens pour arriver au pouvoir. Continue de marcher sur le sang des Ivoiriens pour se maintenir au pouvoir. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et aujourd'hui, M. Zasso, avec tous ses sens, se réclame de ce parti-là. Je ne fais pas de politique, mais moi, militaire que je suis, je ne peux pas me mettre sous les ordres d'un régime dictatorial qui viole la Constitution, qui gère les Ivoiriens que moi, je suis censé protéger. Je suis censé les protéger. Je ne suis pas censé les accompagner au cimetière. Je suis censé prendre soin d'eux. Je ne suis pas censé les envoyer à l'abattoir. Si toi, Zasso politicien, l'avenir des Ivoiriens, c'est que tu soutiennes un régime qui viole la Constitution, qui gère les Ivoiriens, qui joue la tête au ballon avec la tête des Ivoiriens, ça, c'est ton problème. Mais ne dis pas qu'on a gâché la vie de nos familles parce qu'on a quitté le pays. Ne dis pas qu'on a gâché la vie de nos familles parce que mon père et ma mère et mon frère qui sont morts, Zasso, je te dis que là, tu as touché un point sensible qu'il ne fallait pas toucher. Et au nom de tout ce que je cherche, Zasso, moi, je te promets que quel que soit ce qui va arriver, ça va arriver, mais vous serez traqués jusqu'à votre dernier retranchement. C'est quelque chose que je me suis gardé de dire. C'est quelque chose que je me suis gardé de dire. Parce que mes parents n'ont pas demandé à Dja, ils n'ont pas demandé à mourir. Ils voulaient vivre. Mais à cause de ce qu'il y avait des représailles, parce qu'on a servi la République, vous avez dit qu'on a servi Gbagbo. On a servi la République, on a servi le drapeau de Côte d'Ivoire. Ouattara, Alassane Dramane Ouattara, Abéi et moi, on l'a sauvé au stade de Feu-Boigny lors de la cérémonie de commémoration du Chanel de Yopougon, où les gens voulaient attenter à sa vie. Avec le collègue Goué Magloire, on l'a mis dans une voiture pour l'extirper. Combien de fois Abéi a sauvé des gens en Côte d'Ivoire parce qu'il ne voulait pas que ces gens-là passent de vie à trépas. On a pris sur nous à cause des Ivoiriens. Et aujourd'hui, toi, tu vas venir dire qu'on a gâché notre vie parce qu'on a servi la République. Parce que toi, tu es du RHDP qui veut la Constitution. Je ne veux pas envoyer mes concitoyens à l'abattoir. Jamais de la vie.
Donc je ne peux pas, si tu veux que je te dise la vérité, je ne peux pas servir, même si j'étais là-bas en 2011 et qu'il y avait la constitution qui a été violée une fois, moi j'aurais quitté le pays. Parce que je ne peux pas servir un régime qui passe son temps à violer la constitution, qui passe son temps à dire les Ivoiriens, qui passe son temps à marginaliser, qui passe son temps à appauvrir, qui passe son temps à détruire la vie des Ivoiriens. Moi, mes enfants là, s'ils sont devenus des mendiants, c'est pas grave. Mais la vie de mes enfants ne vaut pas la vie des millions d'enfants qui sont aujourd'hui voués à l'échec. La vie de mes enfants ne vaut pas plus que la vie des millions d'Ivoiriens qui dorment dans les cimetières. Mon père, c'est mon père, ma mère, c'est ma mère, mon frère, c'est mon frère. Ils sont partis, c'est pas grave. Mais leur vie là n'est pas au-dessus de la vie de Désiré Tagro qu'ils ont buté. Leur vie n'est pas au-dessus de la vie de tous les Ivoiriens qui sont morts par les armes, détenus par toi, tes partisans. Parce que c'est eux qui sèment la mort dans ce pays-là. Mais vous allez payer ça. Zasso, vous allez payer ça. Parole du commandant Djangoné. Vous allez payer ça. Quelque chose ce que Abeyi a fait au Ghana, moi, ce n'est pas mon problème parce qu'il est maître de des choses et de ses actes. C'est un officier général, il réfléchit avant de faire. Je te rappelle qu'Abeyi a refusé 500 millions. 500 millions dans le Bakayoko. Il a refusé et j'étais là. Il a refusé cet argent-là. Parce que pour lui, ce n'était pas de trahir quelqu'un, c'était de servir son peuple. Et il a dit à Soro Guillaume, Premier ministre, à la primature, ceux aujourd'hui qui t'acclament, demain ils vont te descendre. Il l'a dit devant Chakona Bani, il a dit devant le chef d'État de Yamoussoukro, il a dit devant tout le monde. À la tête, il a dit ça à Soro. Et ça s'avérait vrai. Donc Zasso, ne dis pas qu'on a détruit notre vie. Ma vie là, elle est déjà vendue à l'État de Côte d'Ivoire, mais pas l'État de Ouattara. Je te le dis, ma vie est vendue, oui. Pour les Ivoiriens, je peux me sacrifier, mais pas pour le régime de Ouattara. Jamais de la vie. Au grand jamais. Ça, il faut que tu le retiennes. Et il faut te dire que tu as touché un point sensible en disant que, en servant le drapeau de Côte d'Ivoire, on a détruit nos vies parce qu'on n'est pas resté sous Ouattara. Zasso, tu as tiré dans l'eau. Et ça, je te promets l'enfer. Tu peux en être sûr. Et quand il dit l'enfer, là, c'est pas sur les panels. C'est pas sur les panels. Hein. Le moment viendra où on va se regarder les yeux dans les yeux. Et je vais te poser la question de savoir, Zasso, la vie des Ivoiriens là, le sang du peuple ivoirien là, a-t-elle un prix, oui ou non? Mais je te réponds déjà, elle a un prix. Et ce prix là, vous allez le payer. Parce que, quand tu penses que moi, je ne suis pas le seul officier. Vous pensez que nous, c'est un plaisir pour nous de se retrouver dans les trucs et puis venir faire du manœuvrage des officiers généraux, des officiers supérieurs. A payé là-bas, il a payé le prix. Il a payé le prix. Il est là, il est assis. Ceux qui ont été amnistiés là, ils sont généraux. Abeyi qui est assis là-bas là, il n'a même pas un peu pour manger. Dogo Blé, il n'a même pas un peu pour manger. Pourtant, si on dit qu'on doit rappeler à un officier qu'il a amené à servir le drapeau national, c'est le ministre de la Défense qui doit écrire pour dire tu as été amené à servir le drapeau national, réintègre l'armée. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas encore fait. Dogo Blé, il est assis là-bas. Vagwa Fossigno, ils sont assis là-bas. Abeyi, tous les Boniface, ils sont assis là-bas. Il tire le diable par la queue. Pendant que des illettrés sont en train de s'engraisser et de prendre des choses et des grades de généraux. Chérif Ousmane, tu penses qu'il est mieux qu'Abeyi? Lui, il est général. Tu penses que Chérif Ousmane est mieux qu'Abeyi? Et sergent? Tu penses ça? Vagba, comment il s'appelle? Zasso. Tu penses ça? Ta république a deux vitesses là. Tu penses que nous, on a détruit nos vies parce qu'on ne sait pas cette république-là? Je suis fier de ne pas la servir. Tu peux en être sûr. Tu peux en être sûr. Je suis fier de ne pas la servir. Ça, c'est clair. Donc, oublie ça. Voilà, mon sacrifice, c'est mon sacrifice à moi pour la nation de Côte d'Ivoire. Pas pour Gbagbo, la nation de Côte d'Ivoire. Si c'est pour servir ce régime-là, oublie. Oublie. C'est fini. Non, oublie. Voilà, maintenant, cette affaire de dire Abeyi, le FPI l'a trahi, j'étais à Agbakan, Abeyi a décidé de partir parce que quoi? Les gens le traquaient. Et quand on dit qu'on le traquait, on le traquait. Guy Michel est venu avec l'ONU, a demandé à Abeyi pourquoi il n'est pas en tenue. Abeyi dit, mais je ne suis pas en service. Ah, mais non, tu dois être en tenue parce qu'il a dit, mais non, il dit, mon colonel, écoutez, je suis commandant d'unité, j'ai des éléments. S'il y a une situation, le commandant supérieur est là, il donne les ordres, et moi je répercute les ordres, et puis ça s'arrête là. Vous n'êtes pas de ma corporation, vous n'êtes pas au camp. Donc s'il y a des choses à faire, on se calme. La dame qui était là a regardé Abeyi, et puis elle a dit à Guy Michel, mais il a raison, tu n'as pas à lui donner des ordres parce que il a son emploi du temps, même s'il est militaire, il a un emploi du temps à respecter, il a une famille.
Voilà. Donc, il faudrait qu'on mette balle à terre. Il ne faut pas frustrer les gens. Il ne faut pas blesser les gens. Tu es politicien, il faut rassembler. Il ne faut pas, cette affaire de Gueye a donné 500 000 à Gbagbo, machin là. Mais aux élections, il a été prouvé que Gbagbo a gagné. Même si Gueye a donné là, ce n'est pas Gbagbo qui allait voter seul. C'est les Ivoiriens qui sont allés voter. Et c'est les Ivoiriens là qui ont mis Gbagbo au pouvoir. Donc si les Ivoiriens disent qu'ils veulent Gbagbo, même si Gueye dit non, les Ivoiriens disent oui. Donc on respecte le verdict des urnes. Donc Gbagbo n'a pas trahi Gueye. C'est tout. Voilà. Donc on s'arrête là. Je vous remercie. Je vous remercie. Voilà. Grand frère Zasso, vous avez la parole. Grand frère Zasso, vous avez la parole. Grand frère Zasso, vous avez la parole. Merci beaucoup, frère. Merci, merci. Mon frère Diagoné, tu as fait le choix d'être soldat. Moi, quand j'étais ici, j'avais ma petite entreprise. Et je continue d'avoir ma petite entreprise. On est dans une société où chacun a fait son choix. Tu n'es pas soldat sous Gbagbo, Abéi n'a pas été soldat sous Gbagbo. Vous avez été soldat depuis des années au service de la République. Arrivé à un certain moment donné, vous avez fait le choix de Gbagbo. Mais il faut assumer cela. Tu n'as pas besoin de menacer. Moi, je m'en fous de tes menaces. Moi, je te dis la vérité en tant que citoyen honnête. Peut-être que c'est mon honnêteté là qui vous fatigue. Tu as fait le choix. Ça ne me fatigue pas. Ça ne me fatigue pas. Non, je te rappelle que... Non, je vais t'arrêter. Non, je vais t'arrêter. Quand tu dis que j'ai choisi Gbagbo, je vais t'arrêter parce que je n'ai pas choisi Gbagbo. Je n'ai pas choisi Gbagbo. C'est à noter noir sur blanc. On n'a pas choisi Gbagbo. Mais tu as pas choisi Gbagbo. Voilà. Depuis, tu ne fais que justifier tout ce qui est arrivé à Gbagbo. Tu ne fais que défendre Gbagbo. Tu dis que tu n'as pas choisi Gbagbo. C'est pas honnête, frère. Il faut être honnête avec toi-même. Ce que je te dis là, ça ne doit pas te faire mal. Ça doit te faire prendre Vous avez la parole. S'il vous plaît, fermez Voilà. vos micros. Voilà, fermez vos micros. Officier, Voilà. fermez vos micros, s'il vous plaît. La crise ivoirienne, Diagoné, n'a pas commencé sous Gbagbo Laurent. Ça a commencé sous Bédié. Sous Bédié, l'abbaye était soldat. Je ne sais pas si toi-même tu étais soldat. Il y a eu Gueye Robert, ils étaient soldats. Pourquoi quand Gueye est tombé là, toi tu n'as pas fui? Tu n'as pas aussi quitté le pays. Parce que Gueye était soldat, au même titre que vous. On a vu ici la crise Gbagbo Gueye Robert. On a vu les soldats, les Dogoblé et autres ici prendre position. Les deux Mathias prendre position pour Gbagbo Laurent. Alors que Gueye aussi a dit avait gagné. En réalité, Gbagbo n'avait pas gagné les élections. Puisque tu veux le dire, Gbagbo n'avait pas gagné les élections. Et je te donne l'information que c'est Gbagbo et Lida Kwasi qui sont allés voir Gueye Robert pour dire qu'il n'a qu'à organiser les élections. Gueye leur a donné 400 millions. Il faut enregistrer, va leur donner. C'est moi qui te dis ça. C'est une information que je te donne. Moi, je ne discute pas. Le Parti socialiste français qui est encouragé parce que tu avais le Parlement et autres en France, qui ont déstabilisé Gueye. Mais les Hollandes, là, ils ont menacé Gueye Robert. L'armée française, là, c'est qui a bouclé la RTI pour que Gueye ne vienne pas à la RTI. Vous voulez nous dire quoi? Vous voulez m'informer sur quoi dans cette crise dans laquelle on vit ici? Mon problème là, je suis pour la République, je suis pour la Côte d'Ivoire. Mes parents ne m'ont pas mis au pouvoir pour être pro-temps. Je suis pro-Côte d'Ivoire. Ce qui n'est pas juste, je l'assumerai. Et je le dirai haut et fort. Ici, on sait comment Gueye a été balayé ici. Vous avez formé un bloc pour dire non soutenant Gueye. Mais vous l'avez abandonné ici. On a vu Gbagbo ici quand il appelait les doués, même dans vos nominations, tout ce qui s'est passé. On n'a pas envie de parler, frère. Mais si tu me provoques, je vais te dire ce que tu n'as pas envie d'attendre. Parce que tu es digne fils de la Côte d'Ivoire. Va jusqu'au bout. Depuis que tu ne fais que parler, Ouattara, les gens qui chose, tu fais la constitution. Mais Gbagbo et Gueye Robert, eux, les ont respecté la constitution. Ce n'est pas les deux qui se battaient ici. Notre constitution dit quand on va à une élection et que vous n'êtes pas d'accord sur les résultats des élections, allez-y saisir le conseil constitutionnel. Gbagbo appelait les militaires dans les rues ici. Nous tous on était dans les rues. Vous voulez dire quoi? Gbagbo devait saisir le conseil constitutionnel. Est-ce qu'il a respecté la constitution? Mais il s'est fait protéger par un groupe de militaires. À la tête, il y avait les Dogoblé et puis vous tous. Et vous avez déstabilisé Gueye Robert. On n'a qu'à se dire la vérité, qu'on ne respecte pas les gens qui ne respectent pas la Constitution. Le président Ouattara n'a jamais utilisé la voie. Il a gagné les élections. Il y a eu une élection présidentielle où il y a eu deux tours. Notre Constitution ivoirienne dit, quand vous partez aux élections, la Constitution ivoirienne n'est pas balisée. Elle nous amène à un deuxième tour. Mais ça doit vous faire réfléchir.
Au premier tour, si Gbagbo avait gagné, plus de 50% Gbagbo avait gagné. Il n'y avait pas de débat. Mais nous sommes allés à un deuxième tour où il y avait Bédié. Et Bédié donne ses voix au président Alassane Ouattara. Entre lui et Gbagbo, là, il y avait combien de pourcentage? C'est ça qui est la vérité. Gbagbo a eu 38%, le président Ouattara a eu 32%, 6%. Bédié a eu 25%. Il faut aller au deuxième tour. On va au deuxième tour. Au deuxième tour, là, me demande à Blé. Moi, là, quand ils m'ont appelé dans votre affaire, je leur ai demandé quel a été votre deal avec Bédié. Parce que Bédié a 25%. Il faut qu'on vous dise la vérité. De quoi vous avez peur? De quoi vous avez peur? Non, soyons sérieux. Bédié donne ses voix au président Alassane Ouattara. Mabri donne ses voix au président Alassane Ouattara. Mais Ouattara gagne. Il n'y a pas de débat. Gbagbo a tenté de confisquer le pouvoir. C'est à vous les soldats de dire, Gbagbo Laurent, il y a eu un deuxième tour, on n'est pas d'accord, Ouattara a gagné, on s'incline, on soutient la République. Mais vous avez joué le jeu des gars là. Vous avez joué, vous avez pris les armes pour retourner contre un président lui, mais Dieu vous a frappé. Là où vous êtes là, vous n'allez pas vous venger contre quelqu'un, vous vous trompez. Hein? Il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui va se venger contre quelqu'un. Et personne ne vous donnera même l'autorité ni le pouvoir. Parce que le pouvoir c'est Dieu. Moi, quand je parle là, je parle pas, était là quand ces Ivoiriens sont tombés. Personne ne peut raconter l'histoire à qui que ce soit. On était tous témoins. Depuis Bédié, Gueye, quand il y a eu des morts, on est tous témoins. Quand Gbagbo Gueye se battait, il y avait 303 morts. C'est nous, on était dans les rues. Toi, me maudis aussi pour ça, toi, venu me menacer pour ça. Nous, on était dans les rues. On a soulevé les corps de nos amis. Il y a beaucoup de soldats qui ont fui l'armée. Comme tu dis, tu as aujourd'hui fui. Frère, je vais te dire la vérité. Moi, je ne joue pas à les conneries comme ça. Quand Gbagbo, quand vous étiez en train de vous battre avec Gueye là, mais il y a certains qui sont sortis, ils sont aussi là-bas, et vous les avez retrouvés là-bas. Ce n'est pas un message que tu m'envoies. Je suis dans ce pays, je sais ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup d'erreurs de nos soldats. Il faut leur dire qu'ils ont fait des erreurs. Il faut maintenant prendre conscience pour passer à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Mais tu ne peux pas menacer quelqu'un. Parce que tu es soldat, tu vas me menacer. Non, attends, il faut te calmer, tu ne pourras même pas le faire. Et personne ne te donnera cette chance. Moi, ma vie là, c'est Dieu. Parce que moi-même, mon grand frère était gendarme. Il est tombé à Korogo, ils l'ont égorgé. Soro Diom là, c'était sous Soro. Là où toi, tu veux que Soro se radie à Gbagbo là, moi, mon grand frère a été égorgé. Tu racontes quoi? Chacun de nous a sa douleur, mais il faut qu'on respecte la douleur des uns et des autres. On n'a qu'à respecter. Toi, au moins, tu as réussi à fuir. Mais il y a des gens qui ont égorgé. Vous voulez qu'on parle? On n'a pas envie de parler. Mais aujourd'hui, c'est vous qui soutenez Soro. Vous pensez que Soro peut renverser le président Ouattara? Vous mentez. C'est moi qui vous dis ça. Soro n'est pas le président. Gbagbo Laurent là. Le président Ouattara là, il n'est pas votre Gbagbo vaurien là. Il n'est pas Gbagbo. Hein. Le président Ouattara, depuis là, la tête de la Côte d'Ivoire. Grand frère Zasso, motion. Oui. Grand frère, motion. On a dit ici, grand frère, pas d'injure. Grand frère, retirez votre parole, s'il vous plaît. Ok, j'ai dit quoi? Si ce que j'ai dit est mauvais, j'ai retiré. Non, grand frère, vous avez dit Gbagbo vaurien. Retirez votre parole. D'accord. Non, en tout cas, il a échoué. Le mot échec est bon. Non, vous avez dit Gbagbo vaurien. Bon, si c'est bon, c'est votre panel, je retire. Mais il a échoué. C'est pas une histoire de votre panel. Grand frère, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui t'a manqué de respect. Mais on lui a confié la Côte d'Ivoire. Gbagbo a prêté serment, en violation même de la Constitution. Frère, il a prêté serment. En tant que citoyen ivoirien, j'ai le droit de lui dire qu'il a échoué. Je suis d'accord pour le mot échoué. Il ne faut rien. Retirez votre parole, s'il vous plaît. Bon, c'est ton panel. Si c'est ça qui te gêne, bon, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Maintenant, j'ai dit à l'autre, tu dis que non, le président Ouattara viole la Constitution. Le président Ouattara est le président qui a plus protégé la Constitution ivoirienne. Quand Gbagbo faisait ces trucs, il appelait à Gbagbo pour dire tu as perdu, il faut partir. Mais c'est les gens là, vous les civils, les militaires là, non, Gbagbo n'a qu'à rester, alors que Gbagbo même sait que lui il a jamais gagné du pouvoir. C'est pas sous vos yeux ici que Gbagbo, les soldats ont formé un bloc